Alors, décarbonons, certes, mais il faut quand même financer cette affaire. On veut bien faire des efforts, mais derrière, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Comment peut-on se faire aider? Donc, nous parlons du financement dans ce dialogue numéro 3. Et pardon une fois de plus pour les différentes frustrations qui sont générées déjà au cours de ces deux premières tables rondes. Voilà, on sait que le temps n'est pas totalement extensible. Il y aura d'autres possibilités aussi de s'exprimer. Et en tout cas, vos questions sont regardées, dites lorsque je peux le faire. Et en tout cas, elles remonteront donc, au sein de la coopération donc, agricole. Pour en parler, alors, Béatrice Perrault, la directrice RSE de Reden, pardonnez-moi, donc vous allez intervenir à la fin. Carole Delga, que nous allons rejoindre dans quelques instants aussi, qui est donc la présidente de cette région extrêmement grande, qui est la région donc Occitanie. Et puis Thomas Courbe avec nous, puisque vous êtes le directeur général des entreprises au ministère des Finances, donc à Bercy. Merci beaucoup d'être avec nous, parce que je sais que être directeur général des entreprises, déjà en temps normal, ça prend du temps. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, où vous essayez vraiment les uns et les autres donc d'écoper pour maintenir quand même cette économie en état de marche, c'est vraiment pas simple du tout. Alors là, nous sommes, donc vous l'avez compris, dans la décarbonisation, bon, pour beaucoup de modèles d'entreprise. Là, nous sommes avec nos coopératives. Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Donc, quelles sont les transitions, on va dire, sur les procédés? Comment on peut donc aider nos amis? Comment on peut financer cette décarbonation? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici, tant le sujet est important. Je crois que tout le monde a en tête les enjeux de la décarbonation, les cibles fixées par l'Union européenne, et on a vu que cette cible et cet objectif avaient été augmentés récemment. Et donc, on a un enjeu d'organiser cette transition et de la financer. D'abord, à moyen terme, il faut trouver un nouveau modèle, et ce nouveau modèle, on pense pouvoir le trouver avec une augmentation du prix du carbone qui va créer les incitations nécessaires, un mécanisme aux frontières. On est obligé de toute façon de donner un prix voilà, à ce qui fait mal. Pour créer les bonnes incitations économiques, mais ce qui est essentiel, c'est que ce prix du carbone, il doit être associé à un mécanisme aux frontières qui va permettre d'éviter les fuites de carbone, le dumping et les importations qui seraient moins exigeantes en termes de contenu carbone. Et donc, vous le savez, la France agit beaucoup à Bruxelles pour convaincre ses partenaires, la Commission, de mettre en place ce nouveau système qui sera le système qui permettra vraiment d'accompagner cette transition et de la financer. Pascal Canfin se bagarre beaucoup là-dessus, hein, donc, entre autres. Absolument. Ouais. Le mécanisme carbone aux frontières, vous savez que ça fait plusieurs années que la France le porte, qu'il y a quelques années on était très isolés, et maintenant il y a vraiment une dynamique. La présidente de la Commission s'est engagée, et donc on travaille sur le sujet. On a également des négociations avec la Commission européenne pour faire évoluer le régime des aides d'État, notamment pour décarboner l'industrie dans le cadre du Green Deal, pour que les États aient plus de moyens d'aider, et peut-être j'y reviendrai, à la décarbonation de l'industrie. Donc ça, c'est le modèle de moyen terme. Et puis à court terme, en attendant que ce système global soit mis en place au niveau européen, à court terme, on a décidé d'utiliser le plan de relance pour accélérer la transition écologique, notamment de l'industrie, en particulier de l'industrie agroalimentaire, avec deux grandes idées. La première, c'est qu'une partie des investissements de décarbonation de l'industrie agroalimentaire peut se faire de manière compétitive, c'est-à-dire, par exemple, parce qu'elle permet de limiter la consommation d'énergie, donc l'entreprise aura naturellement intérêt à le faire. Et puis on voit qu'en fait, une partie, et dans les estimations, alors c'est bien sûr global, hein, mais dans les estimations, on peut dire que sur notre trajectoire, on a un tiers qui peut se faire assez naturellement, parce que c'est directement intéressant pour l'entreprise, et deux tiers qui n'est pas directement compétitif. Les solutions de décarbonation ne sont pas directement compétitives. Et c'est là qu'il nous semble qu'il faut que l'État intervienne. Et on a mis en place, dans le cadre du plan de relance, vous savez qu'il y a 40 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance globalement sur la décarbonation, la transition environnementale. Et on a mis en place en particulier un programme d'1,2 milliard d'euros qui doit permettre de financer des projets très concrets dans l'industrie, et notamment l'industrie agroalimentaire est l'une des premières bénéficiaires de ce programme dans les différentes industries. Donc des projets d'efficacité énergétique, des projets de changement de procédure
procédé industriel qui doit permettre d'avoir une moindre émission de carbone. Et puis, et c'est très nouveau, des projets de chaleur, de substitution de chaleur dans laquelle, et évidemment, l'industrie agroalimentaire est une très grosse consommatrice de chaleur industrielle. À la fois du froid et de la chaleur aussi. Hein, donc voilà, il y a les deux, et les deux sont très émetteurs. Oui, voilà. Et sur la chaleur, on avait, et pour la première fois, on met en place une réponse vraiment à cette question. C'est que jusqu'ici, on avait une hésitation des entreprises parce qu'il faut investir, par exemple, pour remplacer un four à gaz par un four biomasse, pour être très concret. Donc, c'est déjà un investissement. Et ensuite, la biomasse, durablement, va coûter plus cher que le gaz. Et donc, on avait des entreprises pour lesquelles ce n'était pas économiquement rentable de faire cet investissement. Et on a mis en place non seulement des aides à l'investissement, mais aussi des aides au fonctionnement qui permettent de compenser l'écart de prix entre les deux pendant 15 ans. Et donc, on donne de la visibilité aux entreprises pour que, quand elles font cette substitution d'un four à gaz par un four biomasse qui donc ne va pas être émetteur de carbone, elles sont garanties que pendant 15 ans, on va couvrir l'écart de coût entre les deux. Et donc, on donne la visibilité qui permet vraiment aux entreprises de faire l'investissement sans réduire leur compétitivité, ce qui serait évidemment pas acceptable de notre point de vue. Ça veut dire que l'État va pouvoir assurer pendant 15 ans? Non, pardonnez-moi, parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, on emprunte à 0%, voire à intérêt négatif. Bon, ça, c'est très bien, c'est le discours, c'est vrai. Mais pendant combien de temps ça peut durer, quoi? Nos amis coopérateurs se disent, OK, on peut avoir une aide. Alors, quel type d'aide? On commence à bien le comprendre, ils le savent, mais quid, quoi, pendant combien de temps? Vous dites pendant 15 ans, ça peut... C'est ça. Les dispositifs qu'on met en place aujourd'hui, ça permet à l'industriel qui fait cette substitution d'un four à gaz par un four biomasse d'avoir une garantie de couverture par subvention de cet écart de prix. Et on l'a prévu, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Après, ça dépend un peu, ça dépend des projets. Nos agriculteurs, pardonnez-moi, Thomas Courbe, nos agriculteurs qui, eux, donc, souhaitent changer donc, de modèle. Donc aller, on va dire, vers de l'agroécologie, avec moins d'intrants, moins de pesticides, etc. Comment on les accompagne? Parce qu'ils mettent le portefeuille sur la table, on l'a bien compris. Et donc, quid d'un modèle assurantiel, peut-être, qui pourra... Alors, il nous semble que pour les accompagner, la première question, c'est de beaucoup développer l'offre. Parce qu'en fait, dans cette transition de l'agriculture, on a en fait une offre de solutions concrètes qui sont insuffisantes. Et dans le cadre là aussi du plan de relance et du nouveau programme d'investissement d'avenir que le Premier ministre a présenté début janvier, on a 3 grandes stratégies qui répondent, je crois, à ce sujet. La première, et je l'ai évoqué, c'est une stratégie qui va permettre de financer des développements de solutions nouvelles de décarbonation de l'industrie, parce qu'on n'a pas encore toutes les solutions les plus compétitives adaptées à la décarbonation de l'industrie. La deuxième, c'est une stratégie sur les agroéquipements. Et là, on a besoin, et c'est exactement votre point, pour aider les agriculteurs, les coopératives à faire cette transition, il faut leur offrir une offre beaucoup plus performante d'agroéquipements. On pourra y revenir, mais c'est, par exemple, il existe déjà des choses, c'est les robots désherbeurs, c'est tout un ensemble de capteurs qui permettent d'optimiser les process, par exemple sur l'irrigation. On a des possibilités d'optimisation très fortes des consommations, des intrants, d'utilisation des intrants par des solutions de ce type, mais qui sont encore insuffisamment développées. Et c'est l'objet de notre stratégie de stimuler cette offre, de stimuler la recherche et développement. L'agriculture de précision, par exemple? Voilà, exactement, l'agriculture de précision, le biocontrôle. Et puis une troisième stratégie aussi qu'on met en place, qui répond aussi à cet enjeu de transition, qui est globalement l'alimentation favorable à la santé. Et donc tout ce qui... Et la recherche publique notamment a beaucoup progressé ces dernières années sur ces sujets, et on veut la transformer en offre concrète aussi en matière de génétique. Ça veut dire plus de protéines végétales? Oui, et ça veut dire des protéines végétales qui bénéficieront des progrès de la recherche dans le domaine pour mieux répondre soit aux objectifs d'une alimentation adaptée aux différentes catégories de population, aux besoins spécifiques des populations pour leur santé, soit à l'élevage
pour là aussi avoir une meilleure performance de l'élevage. Ça veut dire faire des choses de suite. Là, on est sur un créneau, on va dire, à partir de maintenant, pendant 2 ans, et après, donc, d'essayer de pérenniser les choses plus longtemps ou... Voilà, alors, effectivement. Parce que 2 ans, c'est pas suffisant pour nos amis, là, vous le savez. Hein, donc, non, tout à fait. En fait, alors, sur ce dernier volet où on essaye d'accroître l'offre qui va être à la disposition des agriculteurs de solutions technologiques, c'est effectivement des solutions qui doivent se développer progressivement dans les prochaines années, venir sur le marché et dans lesquelles ils pourront investir pour atteindre les objectifs qu'on a cités. Ensuite, sur la question du financement plus durable, c'est une bonne question. Et cette question, elle est reliée à mon premier point, qui est quand on aura un modèle pérenne. Et ça j'avoue qu'il est difficile de prévoir. Voilà. Oui. Mais notre idée, en tout cas, c'est que dans le cadre du plan de relance, donc jusqu'à fin 2022, on met en place ces outils, tous les outils que j'ai évoqués, qui permettent de financer cet effort de décarbonation. Vous avez raison, et là, je n'ai pas de réponse immédiate. On ne vous la demande pas. Hein. Notre sentiment, en tout cas technique, c'est qu'il y aura probablement besoin de financement durable pour accompagner cette transition d'une manière qu'elle soit compatible avec la compétitivité. C'est vraiment ce qui nous guide pour, là aussi, éviter une baisse de compétitivité par rapport aux importations. C'est évidemment la clé du succès. Merci à vous, Thomas Courbe, d'être venu ce matin, parce que c'était... formidable de vous avoir et aussi extrêmement important d'entendre votre parole, le directeur général donc, des entreprises. Et puis évidemment, il y a un autre monde qui est extrêmement important. Vous êtes chacun donc, dans une région. Eh bien, c'est le rôle des régions qui a la compétence, on le sait, donc, économique. Et donc, avec grand plaisir, on va rejoindre Carole Delga. Bonjour Carole Delga. Voilà, vous êtes là, c'est formidable. Alors, Carole Delga, je sais que vous êtes chez vous, donc vous êtes à Martretol-Lausanne. Alors, très jolie petite cité. Si vous aimez la faïencerie, vous allez là-bas. Là, vous serez effectivement, oui. Vous regardez effectivement, c'est peut-être une ancienne Bastide. Là, nous sommes dans la route. Ça, c'est mon cœur, si vous voulez, d'homme du Sud-Ouest qui vous parle. Donc, on n'est pas loin de Boussins, on n'est pas loin de Caser. Donc, on est chez vous, vous avez été maire de cette commune. Et donc, maintenant, vous êtes bien sûr la présidente de cette grande région, donc région Occitanie. Et alors, parlez-nous donc, effectivement, déjà, depuis longtemps, culturellement, bon, on va parler des financements, hein, on est dans une table financement, vous l'avez compris, Carole, mais parlons quand même culturellement de ce que représente le monde des coopératives dans ce Sud-Ouest. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, dans cette Occitanie, le monde de la coopération, c'est un monde qui a été structurant pour la région. Je rappelle qu'on a 336 coopératives. 90% de nos agriculteurs sont adhérents à une coopérative. Alors bien sûr, la coopération viticole, elle est très très forte dans cette région Occitanie. Je rappelle la première coopérative viticole Marossan, où Jean Jaurès est venu. Donc pour le Tarnais que vous êtes, Denis, voilà, c'est un signal fort. Et concrètement, avec la coopération agricole, nous menons vraiment un vrai partenariat pour le développement de notre pacte vert, puisque nous sommes la première région en Europe à avoir approuvé un Green New Deal. Et donc, dans le travail que nous menons avec la coopération agricole, nous sommes en train de mettre en place de nouveaux dispositifs, que ce soit à travers des contrats d'agriculture durable, à travers de nouvelles pratiques, en liaison aussi avec les lycées d'enseignement agricole. Et puis, par exemple, dans le contrat que nous avons donc sur la filière de l'agroalimentaire, nous avons un dispositif très, très spécifique qui concerne le plan de protéines végétales. Voilà, Thomas Courbe vient d'en parler. C'est absolument nécessaire. Cela permet d'avoir une autonomie pour nos éleveurs, pour l'alimentation de leur bétail. Au point de vue environnemental, c'est vraiment très très bon sur la réduction de l'empreinte environnementale, et au point de vue sanitaire et sociétal, pour l'alimentation, ça permet d'avoir plus de légumineuses. Donc on a un vrai partenariat avec la coopération agricole. Ça représente quand même 15 000 emplois sur notre région, et je rappelle que le premier secteur pourvoyeur d'emplois dans notre région, ce n'est pas l'aéronautique ou le tourisme comme on pourrait le penser, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, et c'est 165 000 emplois.
Alors donc, effectivement, c'est absolument énorme. Il y a ces valeurs, évidemment, collectives qui sont toujours là et qui sont à l'origine de la coopération. Puis aussi d'émancipation. C'est-à-dire que lorsque l'on va, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, on a vu effectivement des gens se réunir et, allez, hop, ils sont partis les uns et les autres pour vendre leur lait. C'est quoi? C'est le lait blanc? Je ne sais plus, je crois que c'est ça, me semble-t-il. Oui, c'est blanc des Hautes-Pyrénées parce que vous le savez, la filière voilà, laitière, on connaît de grandes difficultés. Voilà. Et là, nous encourageons avec la coopération, hein, là tout particulièrement c'est avec Sodial et avec Candia, nous encourageons les agriculteurs à aller vers du lait qui a un cahier des charges très qualitatif, parce que nous éduquons nos concitoyens à manger local. Et nous avons créé une plateforme qui s'appelle tousoccitariens.fr, où beaucoup d'habitants de l'Occitanie voilà, comme ça connaissent et parfois même commandent directement ou vont à la ferme pour leur alimentation. Et donc à travers cette demande sociétale qui est très très forte en Occitanie pour avoir des produits de qualité, nous encourageons sur la question du lait d'avoir des laits qui ont des marques. Nous l'avons développé il y a de ça 2 ans, par exemple sur le territoire du Lot et de l'Aveyron. Et là, avec Blanc des Hautes-Pyrénées, c'est sur des territoires de coteaux, le Magnoac, où il y a cette initiative en liaison avec la coopération agricole et qui permet donc d'avoir un prix du lait qui est supérieur et qui permet également un bien vivre sur les exploitations agricoles, parce qu'en Occitanie, nous voulons concilier et le bien-être animal, mais aussi le bien-être de nos agriculteurs. C'est l'objectif de ces contrats d'agriculture durable, c'est-à-dire un aspect tout d'abord social, avoir une juste rémunération pour nos agriculteurs qui puissent vivre dignement, avoir bien sûr une transition vers l'agroécologie et puis avoir aussi un modèle économique qui permet d'aller vers le développement des circuits courts. Nous avons beaucoup de magasins, de producteurs, voilà, de commerçants qui favorisent le Made in Occitanie, et on a cette chance d'être la première région en Europe pour les produits sous signe officiel de qualité et première région en France pour le bio. Alors vous avez évidemment formidablement résisté, là je parle vraiment de tout le domaine agricole, pendant notre virus, et on sait que l'affaire n'est pas exactement terminée. On a bien vu donc les circuits courts et aussi les produits locaux, ce sont 2 choses différentes, mais quand même, ont encore pris plus de vigueur qu'ils n'en avaient, mais enfin c'est pas neutre et vous le savez les uns les autres. Moi je reviens maintenant effectivement sur le côté économique. Donc là, vous en tant que présidente de cette région, vous avez commencé donc à le dire en parlant de ces contrat d'agriculture durable. Ça va être quoi le cahier des charges? Parce que là, on n'est plus du tout dans l'obligation de moyens, on est aussi dans l'obligation de résultats. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous allez donc aider les agriculteurs et aussi les coopératives? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vérifier, imposer? Comment ça se passe? Alors, un contrat, en fait, c'est un engagement de plusieurs années. Et on doit accompagner nos agriculteurs, nos coopératives, tout d'abord dans la définition du projet. Ça veut dire que la région, elle va subventionner des études de dimensionnement et aussi d'adaptation au marché, mais également aux sols qui sont concernés, parce qu'on est une grande région. Et vous vous doutez que les terres gardoises ne sont pas les mêmes que les terres gersoises. Donc là, nous avons vraiment un accompagnement très en amont sur la question voilà, de l'assistance technique. Ensuite, c'est bien sûr des objectifs sur l'agroécologie, parce que notre Green New Deal, notre pacte vert, c'est concilier économie, emploi et écologie. Et puis aussi, c'est de permettre de tirer le revenu vers le haut. Donc, nous allons vraiment privilégier tous les produits sous signe officiel de qualité, également l'agriculture bio, et pour les autres voilà, filières qui ne seraient pas dans ces objectifs-là, c'est tout d'abord, bien sûr, de réduire l'impact sur l'environnement. Donc, c'est un contrat qui va porter sur 4 ans, qui va être un vrai engagement de la région, mais un vrai engagement aussi donc de l'agriculteur, et les coopératives vont pouvoir aussi en bénéficier, et l'ensemble de leurs agriculteurs, et tout cela nous travaillons aussi avec les chambres d'agriculture bien entendu.
Vous avez donc 6 territoires pilotes aujourd'hui. Et alors là, je vois des choses qui sont très différentes, mais qui vont absolument dans le même sens. C'est aussi bien un groupe d'une quinzaine de fermes du Comminges, ça c'est très beau, Saint-Bertrand de Comminges, c'est une merveille, donc en bovin lait, qui souhaitent s'engager sur la mise en place d'une stratégie bas carbone. Alors là aussi, c'est intéressant. Là, il y a une belle évolution. La coopérative Euralis, que vous connaissez, qui a fait le choix du conseil plutôt que de la vente de produits phyto. Voilà, ça aussi, ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a encore quelques temps. Tout à fait, c'est une expérimentation. Donc, ces contrats d'agriculture durable, ils débutent là en 2021. Donc, comme vous l'avez indiqué, ils sont 6. Alors, tout d'abord, voilà, la filière laitière qui pour avoir un lait bas carbone, voilà, qui est absolument indispensable et qui est porté, c'est à souligner, par des jeunes agriculteurs. Voilà, et donc là, vraiment, il y a un fort engagement. Vous l'avez indiqué, c'est la coopérative Euralis qui veut être vraiment dans un dispositif d'accompagnement, et c'est pourquoi là, la région va être vraiment un partenaire fort, mais aussi on a l'engagement de la coopérative Calisol en Tarn-et-Garonne autour de l'exploitation en arboriculture pour vraiment aller là aussi vers l'agriculture durable en utilisant moins de produits phytosanitaires et en ayant aussi de la contractualisation avec des transformateurs, puisqu'on a la chance d'avoir quand même des grands groupes tels Andros ou tels Saint-Mamé sur l'Occitanie. Et donc, il y a aussi un partenariat entre ceux qui vont valoriser sur place la production de l'arboriculture, que ce soit dans le Tarn-et-Garonne, que ce soit dans le Gard, l'Hérault ou les Pyrénées-Orientales, qui vraiment ont beaucoup de fruits dans ce territoire. Et là, on travaille également donc, avec l'industriel, que ce soit Andros ou que ce soit Saint-Mamé ou d'autres, pour que justement il y ait des contrats d'achat qui durent plusieurs années et qu'on puisse aller en particulier sur des productions qui sont labellisées. Et donc, évidemment, l'aide aux investissements classiques, ça, on ne va pas y revenir, mais enfin, que vous faites déjà depuis longtemps. Là, je vois la coopérative Montfort aussi, donc avec un nouveau silo bio, ben là, voilà, avec des critères de triage, alimentation humaine, alimentation animale, etc. Donc, voilà, ça on est plus dans le classique, mais là, bon, voilà, vous réorientez, on va dire aussi, donc certaines aides, et ça, on l'a bien entendu. Ce site, ma courbe, enfin, ça va dans le sens que vous souhaitez, enfin, ce que l'on entend là. Donc, je pense que ce qu'on entend, c'est un très bon exemple de l'articulation entre l'action au niveau national. Oui. Et d'ailleurs, cette action au niveau national, on amène en liaison étroite avec les régions. Par exemple, le plan de relance sur l'industrie, le projet de décarbonation. On a des consultations avec les régions qui sont importantes pour bien assurer que les choix des projets sont pertinents. Et on voit au niveau régional comment l'action peut aussi être complémentaire. Et donc, on essaye d'avoir cette articulation. Dans le cadre de la préparation du plan de relance, on a beaucoup travaillé avec les présidents de région pour le concevoir, pour s'assurer qu'il répondait bien aux besoins des territoires. Et on essaye, dans sa mise en œuvre, de maintenir ce lien très fort. Alors, il y a bien sûr une culture agricole, il y a une culture de coopérative, Carole Delga. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce que donc aujourd'hui, tout le monde se sent un petit peu le dos au mur. On a donc à la fois ce réchauffement climatique, on a les problèmes sociaux. Donc tout ce que l'on connaît, je ne vais pas les remettre sur la table. Mais qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce qu'il y a quand même une sacrée énergie, évidemment, dans votre région Occitanie, qui s'est bien sûr agrandie aujourd'hui. Je dirais à la fois les craintes et puis les espoirs. Les craintes, évidemment, vont être liées, je ne vais pas faire les questions et les réponses, mais enfin, on l'a dit tout à l'heure, sur le problème de l'eau. Donc le trop et le pas assez. On sait qu'il y a des conflits sur les usages d'eau déjà aujourd'hui. Et puis aussi donc, les espoirs que vous avez, vous, Carole Delga. Mais moi, l'espoir, c'est vraiment sur la prise de conscience citoyenne, parce que on voit clairement que, en plus, avec la question voilà, du confinement du printemps, il y a des évolutions d'habitudes de consommation. Et ce que nous demandent les habitants de l'Occitanie, c'est qu'ils puissent s'alimenter en produits de qualité et que leur achat, ça soit surtout le partage de valeurs. Et donc, moi, je vois bien qu'il y a une évolution très forte dans le rapport entre le citoyen et l'agriculteur. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un lien de confiance. Et moi, je suis très optimiste sur ces sujets-là. On voit aussi, à travers l'éducation à l'alimentation, qu'on peut tout à fait expliquer qu'il vaut mieux manger, par exemple, de la viande d'Occitanie que de la viande qui vient de l'autre bout du monde. Parce qu'avec le même montant en termes de budget,
on va peut-être acheter moins de kilos, mais la viande, elle sera beaucoup plus nutritive. Et je pense aussi qu'il y a une dignité à donner à nos agriculteurs. Donc, il faut vraiment stopper cet agriculteur bashing qui peut exister parce qu'on doit rappeler que nos agriculteurs, ils nous donnent la première des choses, c'est-à-dire l'alimentation, mais aussi, ils sont des acteurs essentiels pour nos paysages, pour notre environnement. Et par exemple, si on prend la question de l'élevage, les terres pâturées par les bêtes, ce sont les meilleurs puits à carbone. Et si en territoire de coteaux ou de montagne, il n'y a pas de l'élevage, eh bien à ce moment-là, c'est la friche, c'est la ronce qui se développe. Et ça, en matière environnementale, ce n'est pas bon. Donc moi, je suis très optimiste et puis je trouve que nous sommes en PAC, nous sommes la région du rugby en Occitanie, et nous sommes en PAC, c'est-à-dire avec les coopératives, avec les chambres d'agriculture, avec l'ensemble des syndicats, avec les agriculteurs et les citoyens. Nous portons ce défi et donc on a une convergence d'action et cela aussi débute dès la formation avec les lycées agricoles. Donc une vision optimiste et beaucoup de volontarisme politique. Merci à vous, Carole Delga. Vous avez dit que nous sommes en PAC, et ben ça tombe très bien. Il y a une question sur la PAC, tenez, de Thomas Courbe. Dans le cadre des négociations actuelles sur l'organisation commune des marchés et dans le cadre de la réforme de la PAC, le Parlement européen porte une proposition pour interdire les importations moins-disantes environnementales de pays tiers. Est-ce que le gouvernement va soutenir cette proposition? Alors, je sais que vous ne pouvez pas répondre sur tout, mais voilà, donc ça agite nos amis, ce qui est normal. Oui, donc, c'est tout à fait normal et c'est un sujet majeur. Sans vouloir botter en touche, je propose que cette question soit posée au ministre tout à l'heure. Oui. Je pense qu'il c'est vrai qu'on lui posait la question. Non, mais c'était exact. Voilà. C'est Julien Normandie qui va répondre à ça. Le carbone dont vous parlez parle d'augmenter le prix, augmentation du prix. Bon, bien sûr, c'est le carbone issu de l'utilisation des énergies fossiles, autrement dit la contribution climat-énergie, n'est-ce pas? Question de... Oui, enfin, a priori, c'est ça, hein, c'est oui, celle-là. En fait, c'est tout le mécanisme qu'on va mettre en place avec le mécanisme aux frontières et le prix du carbone pour que tous les acteurs économiques soient incités à adopter des solutions moins émettrices de carbone, quelle que soit la nature de l'émission d'ailleurs. Et c'est ça qui nous permettra, dans le modèle qu'on met en place à moyen terme, d'avoir les bonnes incitations et de moins avoir besoin de financement public direct. Parce que ces incitations seront directement équilibreront le modèle économique décarboné. On a parlé aussi du froid et du chaud. En ce qui concerne donc le froid, à quand la création de fiches certification d'économie d'énergie, donc des CEE, sur la substitution de fluides frigorigènes? Alors c'est un sujet qui est bien identifié, qui est en cours d'examen. C'est dans les tuyaux du froid. Bon, c'est ça. Béatrice Perrault, donc avec nous, directrice RSE de la coopérative Eureden, donc la fusion de Triskalia et de Dossi. Donc la parole, comme dans toutes ces tables rondes, bien sûr, à la coopération. Alors là, dites-nous, parce que donc aujourd'hui vous réunissez donc 20 000 agriculteurs, 9 000 collaborateurs. Bon, une ambition commune, évidemment, le bien manger pour tous, répondre aux attentes de la société. J'ai presque dire que ça, c'est presque beaucoup d'entreprises peuvent le dire. Mais maintenant, où en êtes-vous? Alors, on parle du carbone. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et aussi, comment vous allez financer cette affaire-là? Je crois que vous êtes au démarrage de ce bilan carbone. Oui, alors effectivement, on est au démarrage du bilan carbone. Je vais peut-être rappeler ce qu'est Eureden en quelques mots. En termes de territoire, on est sur la Bretagne, bien sûr, notre territoire historique, où sont les agriculteurs. Voilà, on passe de l'Occitanie à la Bretagne. Mais nous avons des implantations industrielles dans d'autres régions de France et aussi en Espagne et en Hongrie. Et on a 6 branches d'activité, je le précise parce que ça permettra peut-être d'éclairer sur la suite de ce qu'on va se dire. Une branche d'activité qui est la branche agricole, qui est le cœur de notre métier, bien sûr. 4 branches de transformation agroalimentaire autour des œufs, de la viande, des légumes en conserve et des légumes surgelés. Vous parliez du froid tout à l'heure, hein, forcément, la surgélation est concernée. Et puis une branche de distribution qu'on appelle verte, ce sont des jardineries aux enseignes magasins verts.
Voilà, alors effectivement, nous sommes un groupe à la fois jeune et vieux, mais l'union des deux coopératives dont on a parlé, ça date de 2020, donc c'est un peu, malgré tout, il faut tout remettre à plat. Donc on est en train de faire notre bilan carbone, nous aurons les résultats pour avoir notre point de départ et ensuite fixer nos trajectoires. Mais on a quand même déjà commencé, et en particulier en 2020, étant donné que c'était le démarrage du groupe, on a travaillé sur le financement du groupe Eureden pour son développement. Et dans ce financement, nous avons intégré des indicateurs RSE, parce que c'était une possibilité et parce qu'on voulait intégrer la stratégie RSE, la RSE au cœur de notre stratégie. On s'est dit, on va aussi l'intégrer au cœur de notre financement. Alors, quels sont les indicateurs? On va dire qu'il y en a 3 là que vous avez intégrés. Oui, c'est ça. Alors il y a 3 indicateurs et il y en a un qui est vraiment en lien avec le sujet d'aujourd'hui parce que c'est la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. On n'a pas pu faire sur les émissions, par exemple, de gaz à effet de serre parce qu'on n'avait pas notre point de départ, notre fameux bilan carbone. Mais par contre, ça, on pouvait le faire, la part des énergies renouvelables. Et il y a 2 autres indicateurs qui sont sur la santé et la sécurité des salariés au travail et un sur la réduction des produits phytosanitaires et l'utilisation justement de techniques alternatives comme le biocontrôle. Est-ce que ça vous pose un gros problème, cette affaire-là, ou bien... Eh bien, ça Parce que culturellement, c'est quand même, ça vous change. Hein, donc oui, ça nous oblige de se fixer sur ces 3 indicateurs-là. Alors, on en suit plein d'autres dans le cadre de notre déclaration de performance extra-financière. Mais sur ceux-là, qui sont des indicateurs qui embarquent largement les collaborateurs et les agriculteurs aussi, ça nous oblige d'abord à calculer notre point de départ, à se fixer une trajectoire sur 5 ans, à l'atteindre, ou en tout cas à tout faire pour l'atteindre, parce que finalement, il y a un petit système de bonus-malus dans le cadre du financement. Et donc, si on l'atteint, notre taux bancaire est meilleur. Et si on n'a pas une carotte et le bâton, ça ne fonctionne pas. Ça aide. Ce n'est pas une fin en soi, mais enfin, c'est un mécanisme qui a un certain intérêt. D'accord. Alors maintenant, effectivement, sur la relocalisation aussi de la production et la valorisation donc, énergétique issue de la méthanisation, là aussi, vous avez des exemples intéressants. Oui, alors il y a 2 sujets effectivement sur lesquels on travaille où on parle de relocalisation. Alors c'est vrai que les coopératives, par nature, elles produisent sur un territoire, elles transforment sur un territoire, mais parfois sur certains sujets, on n'est pas complètement autonome. C'est le cas des protéines, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Et nous, évidemment, en tant que coopérative agricole de production animale et de production végétale, on est très concernés par le sujet. On a des usines de nutrition animale et nous voulons évidemment nous désensibiliser du soja que l'on importe, pour une partie évidemment. Pour l'alimentation, 40%, je crois, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Et donc, il faut qu'on arrive à relocaliser. Donc, on a un grand programme qui s'appelle Prodici au niveau de la coopérative. Et on a mis en place, donc, en 2019, un programme avec donc, Valorex et puis Tromelin Nutrition, donc Eureden, Valorex, Tromelin Nutrition. Ça s'appelle Service valorisation de protéines. Et l'objectif, c'est bien de créer une filière de protéines bretonne, on va dire, enfin en tout cas de l'Ouest, en particulier avec la févrole qui nous intéresse. Voilà, le poids protéagineux aussi. Et donc créer une filière qui soit à la fois durable et rentable. Mais nous, finalement, coopérative, seuls, on n'a pas la solution. Enfin, on n'a pas. Il faut qu'on s'associe avec d'autres. On croit dans l'intelligence collective. Et puis, il y a un process industriel, de toute façon, concernant la févrole, par exemple, pour qu'elle puisse ensuite être intégrée dans l'alimentation animale. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut que cette filière, pour qu'elle soit durable, elle soit rentable. Et donc, il faut qu'au final, notre consommateur, on en parlait depuis ce matin, il accepte, alors peut-être par le biais de labels, de montée en gamme, etc., de payer plus cher, un petit peu plus cher, parce que ça sera quand même plus cher, son filet de dinde, par exemple, qui aura été nourri avec des protéines du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, le cher consommateur ne va absolument pas hésiter sur un nouvel abonnement qu'il va prendre pour son smartphone, etc. et tout, voilà. Et là-dessus, il va hésiter. Non, effectivement. C'est les fameux 12% ou 2% si on les ramène. Ou 2%, oui, voilà. Effectivement. Là. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, Béatrice. Et donc, on va poursuivre ce voyage. Alors, ce que je vous propose, nous allons avoir dans quelques instants, donc, Monsieur le ministre, donc Julien Denormandie, qui déjà doit nous regarder, que l'on salue. Dominique va nous rejoindre, donc aussi pour la conclusion, Dominique Chargé. Et puis juste auparavant, ça c'est aussi intéressant, puisqu'on a parlé de stockage un peu du
du carbone. Regardez cette petite vidéo avec Maximilien Rouher, avec ce projet qui s'appelle la note globale et qui devrait donc intégrer aussi le carbone. Donc qui va payer le carbone? Donc le premier sujet, c'est il faut bien que quelqu'un paye, et on va voir en fait que quelques-uns vont payer. Donc ça sera des gens qui vont payer, ce sera les consommateurs, mais pas que, et les autres secteurs économiques en dehors de l'agriculture. Donc premier sujet, les consommateurs. Aujourd'hui, en 2021, est-ce que le consommateur a la possibilité de choisir les produits les mieux disants en termes de carbone? La réponse c'est non. Il n'y a aucun étiquetage, aucun système qui permette aux consommateurs de faire un choix éclairé et de comparer en connaissance de cause au sein d'une catégorie de produits, au sein d'un rayon, les produits qui vont stocker du carbone ou tout simplement qui auront une low carbone, qui auront une empreinte beaucoup plus faible. Donc la réponse, c'est qu'on est en cours de construction à travers la note globale. On est en cours de construction de cet étiquetage qui va permettre aux consommateurs demain de faire un choix en connaissance de cause au sein du rayon. Et donc, on pourra lier l'impact carbone avec le prix et donc faire payer ce prix aux consommateurs. Alors, évidemment, pas à tous les consommateurs, ça dépendra de son éthique personnelle, ça dépendra aussi de son pouvoir d'achat. Mais en tout cas, on aura les moyens, à travers un étiquetage, de flécher la préférence du consommateur en fonction de ses propres critères. Ça, c'est le premier niveau de réponse et le premier payeur. Le deuxième payeur, et c'est pas du tout anecdotique, s'appuie sur l'originalité du secteur agricole. Le secteur agricole n'est rien moins que le seul secteur économique à pouvoir stocker du carbone de manière structurelle. Bah oui, parce que produire des pommes de terre, du blé ou des carottes, ça revient à faire de la photosynthèse, et c'est donc prélever le carbone de l'air pour en faire de la matière. Et ça, il n'y a que l'agriculture qui sait faire. Et donc, puisque ce secteur économique et le secteur agricole est le seul secteur à pouvoir faire cette magie de prélever le carbone de l'air et le transformer en matière, eh bien, il serait souhaitable, nécessaire, indispensable que les autres secteurs économiques, je pense au transport, je pense au bâtiment, je pense à tous les secteurs possibles et inimaginables qui ne sont pas des secteurs agricoles, que ceux-ci viennent compenser leurs propres émissions en finançant massivement le secteur agricole, évidemment sous réserve que les pratiques de ce secteur agricole soient efficaces en termes de stockage de carbone, et donc qu'elles aient un tout petit peu évolué par rapport aux pratiques actuelles.